Ce sont des hommes blancs qui ont délibérément, méthodiquement, scientifiquement et de sang-froid travaillé sur de tels projets. Ils cherchaient des germes qui ne pouvaient attaquer que les Noirs. Ce n'est pas nous qui avons inventé des choses pareilles, c'est eux. Ils ont même cherché à stériliser les femmes noires. Berne, 3 mars 1999. Le Conseil national a mis l'Afrique du Sud à son ordre du jour. Pia Hollenstein, la députée des Verts, soutenue par les partis de gauche, réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête sur les relations entre la Suisse et le régime d'apartheid. Elle estime que ce dossier est semblable à l'affaire des fonds juifs. C'est aussi grâce à la Suisse, estime une partie du Parlement, que l'Afrique du Sud a réussi à vendre son or et ses diamants sur le marché mondial. En effet, seule contre la communauté internationale, la Suisse a toujours refusé d'appliquer contre Pretoria des sanctions économiques, incompatibles avec sa neutralité. Par 79 voix contre 50, le Parlement refuse la création d'une commission indépendante qui rouvrirait le dossier sud-africain. Banlieue de Zurich, mars 1999. Je m'appelle André Jacomet. Je suis le neveu de Jürg Jacomet qui est décédé en octobre 1998. À la fin des années 80 et au début des années 90, j'ai travaillé pour mon oncle. Il était en contact avec toutes sortes de personnes, principalement d'Afrique du Sud. Il fallait les conduire en limousine de luxe dans toute la Suisse et c'est moi qui ai servi de chauffeur à Jürg Jacomet. Je sais qu'il avait beaucoup d'amis à l'armée. Il leur avait expliqué pourquoi certaines personnes avaient besoin d'entrer en Suisse. Ils ont donné des instructions pour faire établir des papiers qui leur permettent d'entrer dans le pays. Les voyageurs que Jürg Jacomet vient accueillir à l'aéroport sont des militaires. Le général Lothar Nittling et le docteur Wouter Basson, brigadiers dans les services médicaux de l'armée sud-africaine. Je me suis laissé dire que le docteur Basson, quand il venait ici, disposait d'un passeport qui l'autorisait à accéder à la zone de transit de l'aéroport. On donnait à certains invités spéciaux des papiers qui leur permettaient de passer la douane sans être contrôlés. Ils ne franchissaient pas la douane officiellement. Ils entraient en Suisse en passant par le transit, incognito en somme. En Afrique du Sud, le docteur Basson est aujourd'hui dans le collimateur. Une commission gouvernementale baptisée Commission Vérité et Réconciliation a découvert que cet officier de haut rang dirigeait le programme secret d'armement chimique mis sur pied par le régime d'apartheid. Basson a refusé de coopérer avec cette commission, mais ses anciens collaborateurs ont révélé l'essentiel de son projet secret. Un programme dont les horreurs valent au docteur Basson le titre de Mengele de l'apartheid. Les activités du docteur Basson l'amènent à fréquenter la Suisse à de très nombreuses reprises. À l'occasion d'un séjour à Zurich en novembre 1993, il est arrêté par la police au guichet de la Anlage- und Kreditbank, l'AKB, pour une tentative de fraude. La justice zurichoise a refusé de nous expliquer les circonstances de cette arrestation. Lors de son arrestation à Zurich, le brigadier sud-africain a été longuement interrogé par le juge d'instruction. Nous nous sommes procuré la déposition de Wouter Basson et nous avons pu ainsi reconstituer la piste suisse des chimistes de l'apartheid. Où et quand avez-vous rencontré M. Jürg Jacomet? Ça doit être en 1982-1983. Je l'ai rencontré à Zurich, à l'occasion d'une visite du général Nettling et de moi-même. Mais il s'agissait de boucler une livraison d'armes pour le gouvernement sud-africain.
Monsieur Jacomet m'a été présenté comme un marchand d'armes qui représentait plus ou moins officiellement le gouvernement suisse. J'ai eu le sentiment qu'il faisait partie des services de renseignement suisses. Il était capitaine dans l'aviation. Lorsqu'on observait les pouvoirs dont il disposait, en particulier ses entrées dans tous les bureaux à Berne et dans les aéroports, nous n'avions aucune raison d'en douter. Un homme a bien connu Jürg Jacomet. Il occupe depuis 1990 une des fonctions les plus importantes de l'armée suisse. Monsieur Jacomet est un citoyen suisse. Il était officier des forces aériennes. Il a fait l'école d'officier avec moi en 68 et ensuite on a un peu suivi le chemin, moi comme pilote de chasse dans le 1er régiment d'aviation, lui comme officier de renseignement dans un autre régiment d'aviation, et bien sûr on se connaissait, on se voyait au cours tactique, etc. Monsieur Jürg Jacomet, encore au début de sa carrière d'officier de renseignement, est très dévoué à la cause, et surtout ce qui était intéressant dans les années 80, il avait des contacts professionnels avec l'Europe de l'Est. Donc très souvent, il rentrait par sa profession, ce qui est légitime en Suisse, il rentrait dans ses services militaires au cours de répétition et il nous informait sur ce qu'il avait vu dans les pays de l'Est pour ce qui concernait des systèmes d'armes. Nouveaux avions soviétiques, des armes DCA, etc. Et ceci, bien entendu, était très intéressant pour nous comme pilotes, comme camarades et comme service de renseignement. Cette situation, malheureusement, était moins bonne après les années 90, quand il est entré en contact avec des gens qui n'étaient pas tellement favorables pour lui. Nous sommes ici à Rumlang, le village où Jürg Jacomet avait ses bureaux. C'est ici que mon oncle rencontrait ses partenaires pour ses affaires, dont le docteur Basson. Est-ce que Jacomet vous a vendu des armes entre 1982 et 1987? Il ne m'a pas vendu des armes personnellement. Il a cependant vendu des armes à la police paramilitaire sud-africaine. Je ne sais pas s'il a aussi vendu des armes à l'armée, je n'étais responsable que du transfert de technologie. Jacomet livrera ainsi plusieurs lots de fusils à pompe à la police sud-africaine. Des armes qui serviront à alimenter la violente répression contre les Noirs qui se soulèvent dans les ghettos contre le pouvoir blanc. Aujourd'hui, le sinistre pénitencier de Robben Island est devenu un haut lieu du souvenir. Des milliers de touristes viennent visiter la prison, bâtie sur une île au large du Cap. C'est ici que l'ancien régime mettait les opposants politiques aux travaux forcés. Ces touristes viennent se souvenir ici des années de plomb, de la ségrégation raciale qui a coûté des milliers de vies, noires essentiellement. Violation systématique des droits des gens, arrestations, tortures, exécutions sommaires. Toute une population qui tente de sortir aujourd'hui d'un long cauchemar. Personne en Afrique du Sud ne peut prétendre qu'il ignorait que les droits de l'homme étaient systématiquement violés. Ces violations ont suscité une grande indignation dans l'opinion publique. Le nombre de décès en cours de détention était à lui seul suffisamment élevé pour alerter les gens. Par contre, la question est de savoir si l'on était conscient de l'ampleur du phénomène. C'est le vrai problème. Ladies and gentlemen, cell number 5, this is cell number 5. Cell number 5, this is where President Mandela was staying. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Ladies and gentlemen, as you see the cell, there were no beds. In fact, the whole prison, prisoners did not have beds. Prisoners were using those kind of mats, those kind of blankets. President Mandela stays in this cell for about 18 years full. Before he was taken to Portsmouth, he was staying in this cell. From Portsmouth, he was taken to Victor Verster, near to Paarl, where he was released. Il faudra attendre 4 ans après la libération de Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte des Noirs, pour qu'enfin s'installe la démocratie en Afrique du Sud. Dès son élection à la présidence en 1994, Nelson Mandela appelle à la réconciliation des races et des cœurs.
Mais la réconciliation passe d'abord par la vérité. Exercice unique dans l'histoire de l'humanité. L'Afrique du Sud entame alors un fantastique travail de confession. Durant plus de 2 ans, les bourreaux et les victimes de l'apartheid sont invités à témoigner volontairement devant l'archevêque Desmond Tutu et ses collègues de la commission Vérité et Réconciliation. Ces audiences donnent une voix à ceux qui, autrefois, ont été traités comme des moins que rien. Au total, plus de 15 000 témoignages retransmis en direct dans tout le pays devant des foules immenses. La commission dispose d'une équipe d'experts et de juristes pour mener ces enquêtes. Les témoignages les plus horrifiants viennent confirmer les violations massives des droits de l'homme commises au nom de la ségrégation raciale. Un exercice de mémoire bouleversant, souvent insoutenable. L'Afrique du Sud découvre alors avec effroi comment les hauts responsables du régime d'apartheid ont froidement et systématiquement planifié en secret l'élimination sommaire des opposants qui menaçaient leur pouvoir. La commission Vérité et Réconciliation elle-même a été surprise de constater que toutes les villes du pays étaient le théâtre de violations de la même ampleur. La police torturait, les gens disparaissaient, ils mouraient en garde à vue. C'est bien sûr un choc pour notre pays. Les Sud-Africains ont aussi été choqués par le degré de sadisme des bourreaux. La seule explication, c'est que l'État disposait d'une stratégie coordonnée pour parvenir à ses fins. Plus symbolique que nul autre acteur de cette stratégie d'élimination, le docteur Wouter Basson fait son apparition dans la longue liste des agents de l'apartheid. L'ex-brigadier médecin de l'armée sud-africaine est arrêté par hasard en janvier 1997 à Johannesburg pour trafic de stupéfiants. La police découvre sur lui de grosses quantités de drogue, comme l'ecstasy. Et ils ont même dit qu'ils s'étaient mis à préparer des drogues comme l'ecstasy ou le mandrax. Aujourd'hui, on se demande pourquoi nos communautés sont ravagées par la drogue. Est-ce que c'était l'une des nombreuses méthodes de l'apartheid destinées à diminuer nos populations noires? Les enquêteurs de la commission Vérité et Réconciliation vont remonter la piste du docteur Basson. Ils découvrent un vaste programme secret de l'armée visant à exterminer au moyen de poison les opposants au régime d'apartheid. Nous arrivons maintenant à l'Air Hotel Rumlang. C'est là que le docteur Basson séjournait quand il était en Suisse. Quel type de personnage était le docteur Basson? Quelle impression est-ce qu'il vous a fait? Le docteur Basson est une personne pour qui j'avais un respect absolu. C'était un homme très intelligent, qui possède de vastes connaissances. C'est un cardiologue au service de l'ex-président Botha. En tant que médecin, il m'inspire le plus grand respect et je respecte également ses connaissances. J'ai aussi appris qu'à l'armée, il était très estimé pour ses états de service. Pour ma part, je l'appelais Général Sergeant. Et il forçait le respect. À plusieurs reprises, il a été invité pour une fondue. Je le conduisais alors chez Jürg Jacomet et sa famille. Je n'assistais généralement qu'à l'apéritif, mais cela suffisait pour voir l'atmosphère et constater qu'ils étaient de très bons amis. Comment s'est alors développée votre relation avec Jürg Jacomet? Nous avons développé une relation professionnelle et d'amitié. À cette époque, le gouvernement sud-africain était engagé dans une guerre en Angola contre les Russes, les Cubains et les Allemands de l'Est. J'étais chargé d'une unité spéciale en opération en Angola, dont la mission était d'étudier les armes nouvelles et les techniques de notre adversaire. Nous avons ensuite remis un résumé de nos expériences au service secret à Berne. Jacomet assurait la coordination entre les services secrets suisses et nous-mêmes. Il a pu se rendre à de nombreuses reprises en Afrique du Sud, et nous l'avons emmené souvent dans les zones d'opération, c'est-à-dire en pleine guerre, où nous lui avons montré les armes que nous avions récupérées. Ainsi, nous avons pu montrer aux Suisses les toutes dernières rampes de lancement des missiles.
Dans les années 80, il y avait le conflit en Angola, où des moyens occidentaux, et je parle bien des moyens militaires occidentaux, étaient confrontés avec des moyens du pacte de Varsovie. Par exemple, je vous rappelle que l'Union soviétique a utilisé des avions, des moyens DCA, des moyens anti-chars, des chars, qui étaient actuels soit sur le continent africain, en Angola par exemple, et ailleurs, mais soit surtout dans les divisions et dans les forces armées qui étaient de l'autre côté de l'OTAN. Donc c'était tout à fait correct et nécessaire que les services de renseignement recherchent l'information partout dans les scénarios qui étaient actifs et qui donnaient des enseignements. Aussi pour la Suisse, pour les forces armées, pour les forces aériennes. Et pour avancer une de vos questions qui vont certainement venir, vous vous rappelez que la Suisse avait pu envoyer des pilotes en Afrique du Sud qui volaient le même type d'avion comme la Suisse, donc le Mirage. Et ces pilotes qui ont pu utiliser l'expérience de ces pilotes sud-africains ont ramené des enseignements très importants qui ont eu une influence directe sur la définition de la tactique des Mirages reconnaissance et des Mirages défense aérienne. L'affaire des échanges de pilotes s'est déroulée dans le plus grand secret durant toutes les années 80. Elle ne sera découverte qu'en 1993. Une enquête parlementaire conclura que le divisionnaire Regli a agi sur l'ordre de ses supérieurs et que rien ne peut lui être reproché. Au cours des années passées au département des Affaires étrangères, Édouard Brunner s'est particulièrement intéressé au dossier sud-africain. En tout cas, nous, aux affaires étrangères, on n'était pas très au courant de ce que faisaient d'autres départements, notamment dans le domaine militaire ou des services secrets. Et moi, je crois que des zones d'ombre, il y en a eu. Moi, j'en ai vécu aussi. Il y avait des Suisses qui voyageaient dans certains de ces pays. Nous aurions préféré qu'ils ne fassent pas certains voyages et qu'ils ne soient pas présents à certains endroits. Il y a là toute une série de choses qu'on ne fait pas. Et la même chose, il y avait certains voyages plutôt agréables organisés pour des politiciens suisses en Afrique du Sud qui étaient un peu gênants. Donc il y a là toute une série de choses que les citoyens suisses ont fait que nous n'avons pas, mais que nous ne pouvons pas empêcher. Les Suisses sont libres de faire ce qu'ils veulent à l'étranger. On ne peut pas les empêcher. Le conseiller national zurichois Ulrich Schlür était justement de ces parlementaires qui aimaient à se rendre au pays de l'apartheid. Proche de Christoph Blocher au sein de l'UDC, Ulrich Schlür est vigoureusement opposé à la création d'une commission d'enquête sur la Suisse et l'apartheid. Lors du débat du 3 mars dernier, il a été personnellement attaqué pour ses sympathies à l'égard du régime de Pretoria. Je me suis rendu environ 15 fois dans différents pays d'Afrique australe entre 1980 et 1995. Vous avez sous les yeux les journaux que j'ai tenus lors de ces voyages. On y trouve les choses les plus diverses. Au hasard, je trouve ici le compte-rendu d'une visite dans un centre de formation de la police sud-africaine. C'était une époque de troubles, parfois de troubles graves. Par exemple, j'ai passé à Mamelodi toute une journée avec la police, simplement pour voir ce qui se passait dans une township sud-africaine, c'est-à-dire une banlieue noire contrôlée par la police. Je voulais savoir ce que faisait la police, comment les choses se passaient. Je me suis rendu plusieurs fois dans des sites militaires. J'ai entendu présenter plusieurs rapports sur la situation militaire. Par exemple, dans l'infanterie. Mais j'ai aussi été un jour à la base de marine à Simonstown. La question de la sécurité était toujours importante. Il ne faut pas oublier qu'on était en pleine guerre froide. Les multiples reportages de ce journaliste un peu particulier viendront alimenter le journal de Lhasa. À travers ses publications, ce groupe combat violemment l'application de sanctions contre le régime d'apartheid. À Lhasa, on considère Nelson Mandela comme un terroriste et Desmond Tutu comme un ecclésiastique suspect. Comment était soutenu Lhasa financièrement? De quoi vivait Lhasa? Et qui payait ses voyages? Le bulletin avait des abonnés. À certains moments, nous avions à peu près 3000 abonnés. Et puis il y avait les entreprises suisses qui étaient actives en Afrique du Sud.
Vous pouvez nous donner quelques noms? Eh bien, il y avait Ciba-Geigy, Hoffmann-La-Roche, l'Union de banques suisses. Le docteur Basson poursuit ses voyages. En bon agent secret, il va profiter d'un incident tragique pour gagner la confiance de ses partenaires suisses. Et puis, je pense que c'était en 1987. Un avion de la Croix-Rouge, dont le pilote était suisse, a été abattu au-dessus de l'Angola. Le gouvernement suisse a essayé de retrouver et de ramener la carcasse de l'avion afin de l'examiner et de voir quel type de projectile l'avait abattu. Le général Nettling et moi-même avons alors suggéré aux Suisses qu'ils devaient renoncer à l'idée de récupérer leur avion, qu'ils n'y arriveraient jamais. Ils devaient plutôt essayer de récupérer le corps du pilote. Nous avions déjà fait l'expérience en Afrique du Sud que grâce à un examen minutieux d'un corps, on peut trouver des pièces de métal et de missiles. C'est ce qu'a fait le gouvernement suisse. Ils ont reçu le corps et l'ont examiné. On peut malheureusement pas parler des corps. Les dépouilles ont été rapatriées avec un seul but d'identification des corps. Le seul autorité compétente était effectivement les services scientifiques de la police cantonale de Zurich qui étaient à même de faire cette identification. Le général Nettling et moi-même sommes repartis en Suisse. Nous avons eu un entretien avec un certain Jacob Mayer, je ne suis plus sûr du nom, de l'Institut de médecine légale de la police cantonale zurichoise. Ils ont retrouvé une pièce de métal dans le corps du pilote qui prouvait qu'elle provenait d'un missile SAM-3. Cela a permis de prouver que le gouvernement angolais était responsable de cet attentat. Je vous ai présenté une déclaration du brigadier Wouter Basson devant la justice zurichoise le 1er décembre 1993 que je vous ai fait lire. Quelle est votre réaction à ce document? Écoutez, pour moi, c'est une réaction avant tout. D'abord, j'apprenais quelque chose que je n'avais pas du tout lu ni entendu jusqu'à aujourd'hui. Et deuxième réaction, plutôt un fort étonnement de ces liens qui ici sont établis, dont, pour ce qui me regarde, je n'ai absolument aucun élément pour pouvoir les établir. Un ancien agent des services secrets suisses nous confirme ces rapports de confiance. Comment étaient organisés les contacts avec les services de renseignement sud-africains? Dans notre domaine, la tradition veut que les services se rencontrent alternativement dans leur pays d'origine. Les spécialistes des différents dossiers voyagent et rencontrent leurs homologues. Cela signifie que les responsables des renseignements suisses se rendaient fréquemment en Afrique du Sud? Dans les années 80, il y en a 2 fois par année. Il y a aussi de la réciprocité, donc environ 4 contacts directs par année. Et les séjours duraient combien de temps? Aux alentours d'une semaine. Il y avait une part de travail, mais aussi des loisirs, car les Sud-Africains avaient coutume d'offrir un safari au parc Kruger. C'était devenu une plaisanterie dans nos services d'appeler safari ces contacts. Nos chefs s'arrachaient les voyages en Afrique du Sud et ils se battaient moins pour des contacts qui étaient moins touristiques. Et que savaient vos services du programme d'armement chimique de l'Afrique du Sud? D'après mes informations, rien. Mais nos services étaient conscients que l'Afrique du Sud tentait de développer des armes de destruction massive, sans avoir accès aux détails. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était l'image de l'ennemi dans les années 80 pour les services de renseignement suisses? Alors, dans les années 80 jusqu'à 90, l'image de l'ennemi était bien sûr la guerre froide, je me répète, était le pacte de Varsovie. La Suisse était prête à faire face aussi à une éventuelle invasion. Donc, surtout les services de renseignement étaient concernés, étaient occupés par le travail de se préparer le mieux contre une éventuelle agression militaire. Et bien sûr, militaire voulait aussi dire moyens atomiques et moyens chimiques, moins le biologique, parce que le biologique, comme vous le savez peut-être, a plutôt apparu après les années 90. Et c'est pour ça que nous avons nos laboratoires de chimie à Spiez, qui appartiennent au département de la Défense, avec une réputation internationale, qui aussi, dans les années 80, s'occupait surtout de la question comment se protéger contre des agents chimiques dans le cas d'une attaque soit terrestre, mais aussi pour les pilotes. Pendant la guerre froide, c'est évidemment le potentiel soviétique d'armes chimiques qui nous préoccupait. C'est d'ailleurs contre ce potentiel que nous avons élaboré nos mesures de protection. Bien entendu, il y avait aussi d'autres conflits dans le monde, en Afrique, au Mozambique, en Angola, en Namibie, où l'on nous signalait sporadiquement des utilisations supposées d'armes ou de produits chimiques.
et dont on parlait publiquement dans la presse. De temps à autre, des indications nous parvenaient selon lesquelles un nombre relativement important de pays, environ 30 ou 35, étaient susceptibles d'utiliser des armes chimiques, et l'Afrique du Sud figurait parfois sur la liste. À ce moment, les Cubains avaient commencé à utiliser des armes chimiques contre l'UNITA. J'ai été nommé à la tête de l'enquête et chargé de développer des contre-mesures. C'était important, parce qu'à l'époque, les moyens développés par les Européens n'étaient pas suffisants. Nous avions étudié les procédures et les techniques chimiques partout dans le monde. En Suisse, Jacomet nous a présenté à des gens qui travaillaient dans le domaine des mesures contre les armes atomiques et chimiques. L'endroit le plus important pour nous était le quartier général de la défense atomique chimique de Spitz, en particulier dans le domaine de la recherche technique et afin d'échanger des modèles mathématiques. Est-ce que les Sud-Africains ont cherché à rentrer en contact avec le laboratoire de Spitz durant ces années? Pas directement à Spitz, mais je sais qu'un entretien a eu lieu à Berne avec des représentants de l'Afrique du Sud. Deux de mes collaborateurs y ont assisté. À cette occasion, les Sud-Africains ont transmis de l'information sur la Namibie et l'Angola. Et que cherchaient ces Sud-Africains? D'après ce que m'ont dit mes collaborateurs, les Sud-Africains ne réclamaient rien. Ils ne faisaient que fournir des informations. Notre devoir était de les écouter. Qui a organisé cette réunion? Je ne sais pas exactement qui l'a organisée. C'était une réunion du groupement de l'armement à Berne. Aujourd'hui, je sais que M. Jacomet était manifestement l'organisateur de cette rencontre. Le compte-rendu interne de cette réunion prouve que ce sont bien les services de renseignement suisses qui ont organisé la rencontre. Qui sont les personnalités sud-africaines qui participaient à cette rencontre? Il s'agissait du brigadier Basson et du général Nittling. Devant l'ampleur des révélations faites devant la commission Vérité et Réconciliation, la justice sud-africaine a mis de gros moyens pour mener son enquête. Le 24 mars dernier, elle a mis le point final à son acte d'accusation contre Wouter Basson, un document de plus de 300 pages. Il décrit en détail les horreurs exécutées par le programme chimique de l'apartheid, baptisé Project Coast. Ce projet est lancé en 1982 par l'armée sud-africaine dans le but d'acquérir l'arme chimique. Le docteur Basson est chargé de diriger les opérations. Wouter Basson sera bientôt sous les feux de la justice, qui l'accuse de 16 meurtres, de 13 complicités de meurtre ainsi que de fraude. Le procès du Mengele de l'apartheid s'ouvrira dans quelques mois dans la capitale sud-africaine, Pretoria. Un homme, le procureur Jan de Oliveira, soutiendra l'accusation. Son enquête l'a conduit hors des frontières de l'Afrique du Sud. Je voudrais rassurer la Suisse. La Suisse n'est pas le seul pays dont on a usé ou abusé, ou dont on a prétendument usé ou abusé. Mais en Suisse, comme nous le mentionnons dans l'acte d'accusation, M. Basson disposait de mécanismes lui permettant de conserver ou de transférer de l'argent sur des comptes et de gérer ainsi les sociétés qu'il avait lui-même créées. Voilà pour la Suisse. Ensuite, il disait à ses supérieurs ou aux autorités « Je me suis procuré tel ou tel produit chimique ou tel appareil en Suisse ». Étant donné son rang d'officier supérieur, on lui faisait confiance et on lui versait l'argent, qui finissait dans ses poches. En fait, les activités en Suisse de Wouter Basson vont s'appuyer sur un système de société établi en Afrique du Sud. Non loin de Pretoria, Delta G, cette entreprise sert de couverture et dissimule de fait le projet Coast. Sa véritable activité, l'acquisition et la fabrication de poisons sophistiqués. À travers le monde entier, Delta G installe un vaste réseau de sociétés écrans permettant à l'équipe du Dr Basson de se procurer ces produits mortels. À Allschwil, dans le canton de Bâle, la Mädchenforschung AG, dirigée par un certain docteur David Chu, a été mise en place et contrôlée par Basson lui-même. Je peux seulement dire que ce n'était pas une société écran. Les services que nous fournissions allaient toujours dans le sens d'expériences pharmaceutiques standards.
pour développer des médicaments destinés aux thérapies et non à la destruction d'êtres humains. Ici aussi, on utilise des singes. Mais c'est difficile de faire des expériences sur des singes. La bureaucratie est très lourde. Il y a beaucoup de règlements et de lois à respecter. L'acte d'accusation cite pourtant à plus de 20 reprises les opérations menées par le docteur David Chu. Bien entendu, à l'époque, nous ne savions rien de ce programme. Nous ne savions pas que le docteur Basson était impliqué dans quoi que ce soit. Ce n'est que rétrospectivement qu'on se dit « mon Dieu ». En Afrique du Sud, Basson et son équipe disposent d'un autre laboratoire secret, celui de Rhodes-Platte. Sa spécialité, la biologie et le développement de maladies comme le choléra ou le sida. Des germes mortels y seront fabriqués et utilisés à de nombreuses reprises. Quant au docteur Chu, il devra prouver son innocence à la barre de la justice sud-africaine qui l'a sommé à comparaître. Pendant tout le temps où la Medchem était en activité, soit durant 2 années, personne ne nous a rendu visite. Ni la police fédérale, ni les services secrets, personne. Wouter Basson poursuit sa route en Suisse où il continue à tisser méticuleusement sa toile. Grâce à Jürg Jacomet, il visite les entreprises les plus prestigieuses du pays. Nous sommes ici à Pfäffikon, dans le canton de Zurich, juste devant le bâtiment de Huber et Zuner. C'est l'entreprise qui a fabriqué dans les années 80 les nouveaux masques à gaz pour l'armée suisse. Je suis heureux de dire que nous commercialisons un des meilleurs masques à gaz du monde. Les gens d'Afrique du Sud avec lesquels nous avons eu des contacts en 1988 sont venus nous trouver et nous avons conclu un contrat portant sur la livraison de masques de protection. La petite délégation d'hommes d'affaires qui se rend à Pfäffikon représente de mystérieuses firmes de Pretoria, Technotech ou ICVM Trading. Sur le contrat conclu avec Huber et Zuner figure également le nom d'une société suisse, Intermagnum, à Rumlang. Qui représentait la firme Intermagnum? Elle était représentée par un certain monsieur Jürg Jacomet. Est-ce que le nom du docteur Basson vous dit quelque chose? Nous avons fait des recherches dans nos archives. Bien entendu, je connais aujourd'hui le nom du docteur Basson, notamment grâce à vos informations. Il est venu ici, mais il n'est resté que très peu de temps. Il n'a fait que se montrer, je crois que c'était en 1991. Et au bout de quelques minutes, il a repris son propre emploi du temps. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant sa visite ici à Huber et Zuner? Je n'ai pas pu faire de recherche là-dessus. Il est simplement venu ici, il nous a tous salués et s'est présenté comme médecin du service médical de l'armée sud-africaine. Le docteur Basson et ses acolytes feront encore de nombreuses visites d'affaires à Pfäffikon. À l'occasion d'un de ses voyages en Suisse, Basson se rend alors à Lucerne. C'était au début des années 90, peut-être en 1993, au milieu de l'hiver. Il tombait une forte pluie, mêlée de neige. Ce jour-là, nous sommes partis tôt le matin de Rumlang, le docteur Basson, mon oncle Jürg Jacomet et moi. Nous avons déposé le docteur Basson à l'hôtel national à Lucerne et nous avons continué jusqu'à Spiez par le Brünig. Au laboratoire de Spiez, si je me souviens bien, nous sommes allés chercher 2 experts que nous avons ramenés à Lucerne. Jürg Jacomet m'a expliqué qu'il s'agissait d'une rencontre hautement confidentielle entre experts en substances chimiques et biologiques, qu'il ne fallait en parler à personne. Il m'a dit qu'il s'agissait d'experts venus des États-Unis, d'Allemagne, de Suisse, et également des militaires de haut rang venus d'Afrique du Sud. Je crois que les gens qui gravitent dans ce genre de milieu ont besoin les uns des autres. Ils ne peuvent pas à eux seuls assurer la bonne marche de leur programme. Pour gérer ce type de programme, tout le monde sait qu'il faut s'adresser à des pays comme la Suisse,
ou à l'Union soviétique à une certaine époque pour avoir accès aux compétences et aux connaissances nécessaires. En général, les scientifiques de ce type restent en contact les uns avec les autres. Faciliter les contacts entre chimistes suisses et sud-africains, c'est la mission de Jörg Jacomet. Peu avant sa mort en octobre 1998, Jacomet comptait écrire un livre et il avait préparé quelques notes à l'intention de son éditeur. Voici ce qu'il lui écrit. 6 juin, un article de la Neue Zürcher Zeitung du 12 avril 1998. Encore aucune piste qui nous mène en Suisse vers le laboratoire chimique et bactériologique de Spitz, qui a effectué par mon intermédiaire des analyses. Il s'agit d'échantillons de sang apportés à Zurich par les généraux Nettling et Basson et prélevés sur des soldats, c'est-à-dire des victimes. Une véritable bombe pour le futur. La Suisse devra s'expliquer et ce ne sera pas amusant. Comme le révèle l'acte d'accusation, le laboratoire de Spitz est en effet convoqué à la barre. Bernard Brunner et son adjoint devront s'expliquer sur leur relation avec les chimistes de l'apartheid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de ces tests de sang que les Sud-Africains souhaitaient voir analysés par le laboratoire de Spitz? Voici comment cela s'est passé. Par une voie détournée, nous avons reçu des échantillons de sang qui nous ont été envoyés par la poste, accompagnés d'une demande d'analyse. Nous avons chez nous un système de garantie de la qualité. Normalement, nous n'analysons pas les échantillons dont nous ne connaissons pas exactement la provenance, le nom de la personne qui les a prélevés, par quel truchement ils sont parvenus jusqu'à nous. C'était justement le cas. Nous avons supposé que ces échantillons sanguins provenaient de victimes de substances chimiques de combat. Les Sud-Africains espéraient sans doute que par le biais de ces analyses, nous pourrions tirer des conclusions sur la nature des armes chimiques utilisées. L'expéditeur des tests sud-africains à Spitz s'appelle Niklaus Schleifer. Son entreprise était autrefois spécialisée dans le matériel de protection contre les armes chimiques. Il a reçu du docteur Basson une liste de symptômes observés chez les victimes de poisons toxiques. Vomissements, perte de conscience, paralysie. Niklaus Schleifer affirme n'avoir rien su de l'origine exacte des mystérieux flacons remis par le docteur Basson. Non, très honnêtement, je n'ai jamais rien soupçonné. J'ai eu le sentiment... Enfin, à l'époque, l'idée ne m'est simplement pas venue. Et aujourd'hui, eh bien, tout est possible. Je me dis, why not? Mais je n'ai aucune preuve. Et à l'heure actuelle, c'est difficile d'en savoir plus. C'est vraiment brûlant. Si l'origine exacte de ces prélèvements reste mystérieuse, il est certain par contre que leur commanditaire était le patron des usines à poison de Pretoria, Wouter Basson. Des usines où l'on se livrait à toutes sortes d'expériences mortelles, comme l'explique le procureur Ian d'Oliveira. Je vais vous donner un exemple typique, pas un nom, mais un exemple parlant. Prenons le cas d'une personne qui tombe affreusement malade et dont l'état ne cesse d'empirer. Heureusement, ses voyages à l'étranger l'amènent dans un pays doté d'un système médical de pointe où les médecins lui disent qu'on est en train de l'empoisonner. Et l'enquête permet de remonter la piste jusqu'au service dirigé par le docteur Basson. Parfois, la personne meurt effectivement, et ce n'est alors plus une tentative de meurtre, mais un meurtre par empoisonnement. C'est le genre d'affaires dont nous nous occupons, et c'est très grave. Accusation numéro 31, complicité de meurtre. Dans les années 80, le quartier général de l'armée à Pretoria constate que les prisons sont surpeuplées de détenus appartenant à la guérilla namibienne, où l'Afrique du Sud est engagée. Wouter Basson reçoit l'ordre de liquider ces détenus. 200 hommes sont ainsi empoisonnés et jetés à la mer d'un avion spécialement affrété pour cette mission. À une occasion au moins, Basson était assis à l'avant de l'appareil et a personnellement dirigé une opération de largage de 5 cadavres dans la mer. Accusation numéro 56, meurtre. Un agent mozambicain, devenu un risque pour la sécurité, a été menotté et mis sous narcotique. Une combinaison de 2 poisons, la scoline et la tubérine, fournie par Basson, lui a été injectée.
Le mort a été chargé dans un hélicoptère et son corps a été abandonné dans la brousse au milieu du parc Kruger. Alors qu'il développe son programme de liquidation, le docteur Basson est également chargé de mettre au point la défense de l'Afrique du Sud contre les armes chimiques. Une double mission dont il va constamment jouer durant ses longs séjours en Suisse. Ses interlocuteurs, comme la société Huber et Zuner, n'y verront que du feu. Jacomet nous a également présenté à l'entreprise Huber et Zuner. Cette entreprise fabrique des masques à gaz pour l'armée suisse. J'ai été le responsable des négociations avec Huber et Zuner qui ont sans doute eu lieu entre 1987 et 1988. Le but de nos discussions était d'obtenir le transfert de la technologie suisse vers l'Afrique du Sud afin d'y produire ces masques. Nous avons vendu environ 40 000 masques de protection de 3 grandeurs différentes qui correspondent au même modèle que nous avons vendu plus tard à l'armée suisse. Mais au total, entre la vente de la licence et la vente des masques à gaz et des pièces, c'est une affaire qui portait sur à peu près combien de francs suisses? Environ 8 millions de francs suisses. Nous n'avions aucune raison de penser que... D'ailleurs, mes recherches ici le confirment. On supposait que nos produits seraient utilisés pour la protection des personnes. Nous sommes venus plusieurs fois ici. Je ne me rappelle plus si le général Nittling était avec nous, mais en tout cas, nous sommes revenus avec Jürg Jacomet et le docteur Basson pour cette affaire de masque à gaz. Une délégation s'est rendue en Afrique du Sud, c'est exact, essentiellement pour des raisons techniques. La visite a eu lieu en été 1992. Nous avons visité plusieurs sous-traitants afin d'évaluer leur capacité à fabriquer nos produits de haute qualité. Parmi les scientifiques sud-africains rencontrés par les employés d'Huber et Zuner, le docteur Jan Lourens, un proche collaborateur de Basson. Il figure également dans l'acte d'accusation. Accusation numéro 54, complicité de meurtre. Le docteur Lourens est chargé par le docteur Basson de développer une panoplie d'armes capables d'administrer des poisons. Lettres piégées, bagues, parapluies, tournevis. Ces appareils ont été testés sur des animaux. Des agents ont été envoyés à Londres pour assassiner 2 membres de l'ANC, aujourd'hui ministres du gouvernement. L'opération a échoué. Le programme secret du docteur Basson sera interrompu juste avant l'élection de Nelson Mandela à la présidence sud-africaine en 1994. Pour Huber et Zuner, les affaires avec l'Afrique du Sud s'arrêtent également à cette date. Des affaires qui ont constamment reçu le feu vert des autorités fédérales. Je pense que dans ce genre de situation, nous sommes tenus de nous fonder sur l'évaluation politique des autorités suisses. C'est précisément ce que nous avons fait en obtenant ces licences d'exportation, en recueillant ces informations et en faisant simplement confiance à l'évaluation des instances officielles en Suisse. Rien ne s'oppose, il est vrai, à ce que la Suisse vende des masques à gaz à l'Afrique du Sud. Jusqu'en 1992, la Confédération ne considère pas ce type d'équipement comme du matériel militaire et n'exige aucune licence d'exportation. Mais surtout, Berne n'applique pas les sanctions économiques contre l'Afrique du Sud et ses ressortissants. Pendant plus de 10 ans, cela permettra au docteur Basson d'aller et venir librement en Suisse et d'y mener ses affaires sans être inquiété. Grâce à Jürg Jacomet, il pourra même continuer son périple jusqu'au cœur de l'appareil fédéral. Monsieur Jacomet, malheureusement, très souvent se présentait comme représentant des services de renseignement suisses. Dans une première phase, service de renseignement des forces aériennes, et dans les années 90, comme je vous l'ai dit avant, il prétendait toujours être mon représentant à l'étranger. Et là, je dois dire très clairement, ce n'est pas le cas. Monsieur Jacomet a abusé de sa fonction d'officier de milice et de camarade de service de celui qui vous parle. Est-ce que M. Jacomet vous a fourni de l'information en ce qui concerne l'Afrique du Sud? Il ne m'a pas fourni de l'information sur l'Afrique du Sud. Je me répète, il nous avait informés sur des thèmes qui intéressaient le service de renseignement, surtout des forces aériennes dans les années 80. Est-ce qu'il a alors facilité des contacts avec des personnalités sud-africaines? C'est un thème que je ne peux pas traiter devant la caméra de télévision. C'est une question justifiée et c'est une question à laquelle j'ai répondu devant la délégation de la commission de gestion du Parlement.
Chargée par le Parlement du contrôle des services de renseignement, cette commission a en effet ouvert une enquête sur l'implication des militaires suisses dans l'affaire Basson. Son rapport est attendu pour le mois de juin. Manifestement, la rumeur dans laquelle on est engagé maintenant, quelques informations, nous en avons eu quelques-unes, mais lénifiantes ne suffisent plus. Je vais dire à mes collègues que j'ai l'impression que nous devons faire une enquête approfondie pour savoir très exactement ce qui s'est passé et puis pour tirer un certain nombre de leçons. L'impression qu'il y a eu là des fréquentations bizarres. Vous pouvez être un peu plus précis? Non, pas pour le moment. Jörg Jacomet parviendra en effet à introduire les chimistes de l'apartheid au cœur de la Confédération sous la coupole fédérale. Wouter Basson et le général Lothar Nittling seront reçus par Peter Regli lui-même dans son bureau. Le divisionnaire nous a confirmé par écrit cette rencontre. Il s'agissait là clairement d'une visite de courtoisie dans mon bureau de la durée d'environ une bonne demi-heure. Il n'y a pas eu d'autres entretiens de ce genre avec M. Basson ici. Nous avons également discuté avec un procureur en Afrique du Sud, qui est le procureur Anton Ackerman, qui est chargé de l'enquête sur M. Basson. Lors de sa demande de libération sous caution, M. Basson a dit qu'il avait eu des entretiens en profondeur avec vous en Afrique du Sud. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer là-dessus? Non, je ne vais pas m'exprimer là-dessus, de nouveau parce qu'il s'agit d'un contact avec l'étranger, mais je prends volontiers note de cette question. Et si vous êtes d'accord, je la présenterai à la délégation de la commission de gestion. Décédé en octobre 1998, Jörg Jacomet n'est plus là pour s'expliquer. Son neveu André souhaite défendre sa mémoire. Ce n'est pas la première fois, mais en mars 1999, Peter Regli essaie encore de discréditer Jörg Jacomet. Il y a pas mal de monde qui essaie de le scier, de le faire passer à la trappe, et cela réussit assez bien. Beaucoup de personnes, et pas seulement en Suisse, sont bien contentes que mon oncle ne soit plus en vie. Les auditions ont révélé que Basson a voyagé dans de nombreux pays et qu'il a eu un accès privilégié à un grand nombre d'usines du monde entier. Nous savons par exemple qu'il s'est rendu en Union soviétique. Son arrestation en Suisse, alors qu'il était en tractation avec des Croates, pose un certain nombre de questions. Comment a-t-il pu entrer dans votre pays sans que vos services secrets n'en soient informés? Pourquoi a-t-il été arrêté? Pourquoi était-il en possession de titres au porteur du Vatican? Ces questions sont restées sans réponse. Par ailleurs, Basson sera aussi poursuivi pour détournement de fonds, ce qui nous intéresse aussi. Où est passé l'argent? On peut se poser la question. Tout le monde dépose son argent en Suisse. Le gouvernement suisse en sait-il plus que nous sur Basson? Que va-t-il se passer? L'argent est-il en Suisse? Notre pays en a besoin. La Suisse va-t-elle faire quelque chose? Le 27 novembre 1993, Wouter Basson et Jörg Jacomet sont arrêtés par la police zurichoise devant les guichets de l'AKB, aujourd'hui la banque von Ernst. Ils reviennent tous les deux de Croatie où Basson a chargé Jacomet de lui procurer une drogue, la métaqualone, pour ses laboratoires. Pour financer cette opération, les deux hommes tentent d'encaisser des titres au porteur du Vatican. Ils sont détenus 2 jours dans les geôles zurichoises avant d'être relâchés. Voici un document classé top secret signé du lieutenant-général Neil Klobel, le supérieur hiérarchique de Wouter Basson. Ce document décrit les circonstances dans lesquelles Basson et Jacomet ont été libérés. Le chef de projet, le brigadier Basson, a été libéré en vertu d'un document en sa possession qui spécifiait qu'il intervenait sur ordre et par procuration du capitaine Jacomet. Le capitaine Jacomet a subi un autre interrogatoire et a été libéré après l'intervention du service de renseignement suisse. Vous savez, la désinformation est une arme très importante, surtout pour quelqu'un qui a des difficultés devant la justice. Et j'aimerais bien voir cette lettre que M. Jacomet a présentée. J'aimerais bien la voir, pour qu'on puisse prouver que j'ai joué un rôle. Je n'ai pas joué un rôle, et je le dis clairement. Ce que vous me dites là, de nouveau, je l'entends pour la première fois, je suis très étonné. Et je vous rappelle, si c'était le cas, ça concerne surtout les autorités civiles, les autorités judiciaires. En Suisse, je n'ai pas de tâche, je m'occupe de l'étranger avec mes collaborateurs.
Tout ce qui se passe en Suisse, c'est une question policière, donc je dois vous prier de vous adresser à la police. Je n'étais pas au courant de ce fait. Mais est-ce que vous êtes intervenu personnellement lorsque M. Basson a été arrêté ici en Suisse? Est-ce que vous détenez des documents qu'il portait? Certainement pas, je ne le savais même pas. Je l'ai appris après par les chemins de la justice suisse. Monsieur Basson rencontre un groupe de Croates. Le général Knobel a témoigné devant la commission Vérité et Réconciliation. Il confirme que Wouter Basson était en mission officielle pour le projet Coast lors de son arrestation à Zurich. Oui. Il y a ensuite un accord pour acheter 500 kilos de méthaqualone. C'est exact. La drogue achetée en Croatie devait être testée dans un laboratoire en Suisse. Si sa qualité était jugée satisfaisante, une somme de 2 500 000 $ devait être versée sur un compte à la banque Indo-Suez à Genève. Le docteur Basson effectuera un test de ce produit en Suisse. Si le test lui convient, il paiera la somme de 4 600 $ par kilogramme et il organisera ensuite le transport, soit par... Basson portait avec lui des documents et probablement des disquettes informatiques relatifs à son projet. La commission demande alors au général Knobel d'où il tient ces informations. Source autre que ce que vous a dit le brigadier Basson. C'est exact. Cela peut être de l'invention, cela peut être de la réalité. Vous voulez que je fasse de la spéculation? Non. Je vous demande si vous avez une source indépendante qui confirme ce que vous dites. Non. Si ce n'est que j'ai rencontré M. Regli, qui est le chef des services de renseignement militaire suisse, ainsi que les 2 messages que j'ai reçus de Jacomet, qui était un agent. Le divisionnaire Regli a bien rencontré le général Knobel dans un hôtel sud-africain. Un autre document secret signé de Knobel révèle le contenu de leurs entretiens. Le général Knobel rapporte qu'il a parlé avec le général Regli du service de renseignement suisse et qu'il a confirmé une bonne partie des déclarations du brigadier Basson. Il a aussi entrepris d'aider à récupérer la documentation. Est-ce que vous confirmez cette information? Est-ce que vous confirmez avoir eu ce contact avec M. Knobel et avoir offert ses services? Je vous donne ce document. Merci, très volontiers. Je dois dire encore une fois aussi pour le téléspectateur qu'une tâche importante du chef du service de renseignement est de quitter ce bureau, de se rendre à l'étranger, de faire des contacts pour obtenir du renseignement. Maintenant, vous parlez de fonctionnaires de forces armées étrangères. Aussi, sur cette question, je me suis exprimé ce matin devant la commission parce que aussi ce paragraphe a paru, je crois, le 15, donc avant-hier, dans un journal sud-africain. Donc j'étais au courant du fait que cette question viendra et j'en ai parlé à la commission de gestion. Les voyages en Afrique du Sud étaient-ils connus du chef du département militaire ou des conseillers fédéraux? Non, certainement pas. Le principe qui est toujours en vigueur était que les autorités politiques acceptaient les relations avec les services de renseignement étrangers, mais ils ne rentraient pas dans le détail sur le type de voyage et leur fréquence. Celui qui vous parle, toujours à la fin de l'année, présente au chef du département, qui est notre autorité politique supérieure, une liste des pays avec lesquels nous avons des contacts. Et c'est à ce moment-là que le chef du département dit « Voilà, je suis d'accord, ou j'aimerais qu'on trace tel et tel pays, pour des raisons qu'il a personnellement, ou même nous dit « J'aimerais que vous entriez en contact avec tel et tel pays pour telle et telle raison ». Et ça, c'est un dialogue continu qui a lieu avec le supérieur politique qui correspond aux règles de jeu d'un pays démocratique. Il n'y avait, si je comprends bien, pas de politique cohérente et coordonnée du Conseil fédéral. Il n'y avait pas une politique sud-africaine, il y en avait 5 ou 6. Les choses étant ce qu'elles sont, chez nous en Suisse, souvent la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche et vice-versa. L'affaire Basson est l'illustration de cette politique à géométrie variable appliquée par la Suisse à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Une politique qui consistait à condamner les exactions massives commises par l'État sud-africain tout en faisant des affaires avec lui. La place de Zurich traitera jusqu'à 80% de l'or sud-africain dans les années 70. Et au sens du Conseil fédéral, la seule alternative à la situation sans issue dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Afrique du Sud. Je vous remercie. Tandis qu'aux affaires étrangères, Edouard Brunner tentait de lancer une initiative de paix en Afrique du Sud, au département militaire, on frayait avec les chimistes de l'apartheid. Quant au département de l'économie publique, il donnait son feu vert au petit commerce du docteur Basson. Aujourd'hui, le brigadier déchu est en liberté surveillée en attendant son procès. Mais l'affaire Basson n'est sans doute que la partie émergée de l'iceberg. D'autres agents du régime d'apartheid doivent rendre des comptes pour les crimes qu'ils ont commis au service de l'État.
Ainsi, Craig Williamson, chef d'une unité d'escadron de la mort de la police et grand spécialiste des colis piégés. Williamson a avoué plusieurs assassinats. L'ex-policier a infiltré durant 2 ans une université à Genève au début des années 80 avant d'être démasqué et de rentrer tranquillement en Afrique du Sud. Les services pour lesquels il a travaillé figuraient aussi sur la liste des partenaires de la police fédérale suisse. Williamson a demandé l'amnistie pour ses forfaits, une faveur que la commission Vérité et Réconciliation peut accorder. Un homme s'oppose à l'amnistie de Craig Williamson au nom des familles de ses victimes. Avocat de Nelson Mandela, Georges Bizos a déjà obtenu que les assassins de l'opposant au régime, Steve Biko, battu à mort dans sa cellule en 1977, ne soient pas libérés. Rappelons-nous que le cours de l'or était très haut à l'époque, à près de 500 $ l'once. Imaginez que la Suisse ait dit « C'est nous qui traitons vos lingots d'or. Et si vous ne changez pas votre politique, vers plus d'égalité et de démocratie, nous arrêtons. » Eh bien, je ne sais pas ce que le gouvernement aurait pu dire. Mais là, la Suisse n'a rien fait. Elle a en plus trouvé des justifications à son attitude de « business as usual », les affaires d'abord. Il faudra qu'elle vive avec la conscience que l'apartheid a ainsi duré beaucoup plus longtemps et que beaucoup de vies ont été perdues. Mais je pense, oui, ça a facilité la vie quand même au régime apartheid. Pourquoi? Puisque la Suisse jouait et joue un rôle très important et au niveau du commerce des pierres précieuses et de l'or. Je suis intimement convaincu que sans les sanctions, l'apartheid aurait implosé bien plus tard. Les nombreux pays qui se sont enrichis grâce à l'apartheid ont une dette morale vis-à-vis de nous. Et comme nous tentons de révéler la vérité sur ce qui s'est passé, nous prenons conscience du fait que la vérité seule ne suffit pas à assurer le développement. Que les injustices économiques que l'apartheid a imposées à notre pays ont eu pour conséquence de priver des millions de Sud-Africains du bien-être auquel ils avaient droit. C'est pour cela que les puissances étrangères qui ont profité de l'apartheid ont l'obligation morale de faire plus qu'un geste de bonne volonté. Elles doivent contribuer activement à la renaissance économique de l'Afrique du Sud. Et je dois dire que votre pays est sans doute plus directement concerné que la plupart des autres pays d'Europe. Suisse, Afrique du Sud. 2 façons de voir le travail de la mémoire pour un enjeu qui est peut-être le même, un héritage historique laissé aux générations futures. Pour les Sud-Africains, c'est une vraie question de survie. Il faut prendre conscience que les témoignages remplissent 7 volumes et qu'on est en train d'écrire des livres sur ce sujet. Les enfants et les petits-enfants des bourreaux et des victimes pourront savoir ce qui s'est passé. La réconciliation ne se fera pas toute seule comme cela. Mais s'ils fréquentent la même école, s'ils travaillent dans la même banque ou dans la même usine, s'ils se rencontrent, ils diront « Ton grand-père a tué le mien ». Mais on pourrait en parler, essayer de comprendre. Et il se pourrait qu'à la fin de cette conversation, l'un d'eux passe son bras autour des épaules de l'autre et lui dise « Nous avons un avenir ensemble. Nous avons une femme et des enfants. Refusons de vivre dans le passé. Alors seulement on pourra parler de réconciliation. » We are not the only generation which is going to live with this earth. There's still another generation. Let's create that foundation. Let's make it strong. Let's make it united and peaceful foundation for the people of South Africa. Let's come together and join hands and make it.
not to happen again.